Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 76e épisode des UBBistes. Je suis évidemment ravi de vous retrouver après ce beau dimanche et tout excité à l'idée d'aller à Bilbao dans 2 grosses semaines. L'attente va être très très longue. Et il y en a un autre pour qui l'attente doit être longue aussi en ce moment, c'est le Yannou. Comment il va? Ça va très bien. Ça va, ça. je disais, je disais que l'attente était un petit peu longue parce que tu attends un petit heureux événement incessamment sous peu, quoi. Ouais, numéro 2. Donc ouais, on attend. Attends. Bon, on pense surtout à ta douce parce que toi t'attends, mais l'attente doit être un peu plus longue pour elle. Effectivement, ouais. Euh, pas de tipeur cette semaine, c'est la crise. On vous rappelle que vous pouvez participer à la cagnotte si le cœur vous en dit, pardon. Alors, ce sera pas pour acheter des petits bodys au futur bambin, ce sera plutôt pour promouvoir le podcast. Le titre de l'épisode, Dans le grand bain. Bon, vous avez été plusieurs à nous l'envoyer, mais c'est Théo, le premier à y avoir pensé. Donc, bravo et merci pour toutes les propositions. Il y avait pas mal de choses avec Bilbao, Bass, le bain, tout ça. On fait un coucou à Noah et Elliot, nos 2 nouveaux membres du Jalib FC, la famille qui ne cesse de s'agrandir en écoutant la playlist des UBBistes. Donc, coucou à tous les deux et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming audio et sur le YouTube mondial, bien sûr, pour ne rien manquer des épisodes. Bon, on va passer à la petite douceur de dimanche. Et ce dimanche, l'UBB se déplaçait en terrain neutre à Bordeaux-Lac, au Stade Atlantique, pour défier Bath, champion d'Angleterre, à 16h en demi-finale de Champions Cup. Et tout va bien commencer puisque Damien Penaud va très bien fixer la défense avant que Marco Gazzotti ne concrétise la première offensive bordelaise à la 3e minute. Mais les Anglais vont vite réagir en alternant jeu au pied inspiré et pilonnage de la ligne pour inscrire leur premier essai par Muir à la 7e minute. Et finalement, les deux équipes vont se rendre coup pour coup puisque Muir va encore une fois répondre à LBB. Mais c'est finalement le capitaine Lucu qui donne l'avantage à son équipe et permet à l'UBB de virer avec 12 points d'avance à la pause. Au retour des vestiaires, c'est plutôt les Anglais qui vont prendre le contrôle du terrain. Mais il va y avoir une dépense d'énergie incroyable pour finir par inscrire un essai par Hennessy à la 50e, puis on va avoir droit à une vingtaine de minutes de statu quo durant laquelle on sent l'UBB un peu au-dessus, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Il va falloir attendre la 68e pour que Big Ben Tamifuna débloque les Bordelot-Béglés qui se décontractent un peu plus et valident leur billet pour Bilbao à la 76e par Matthew. Le dernier essai anglais ne changera rien. Score final 38-26. L'UBB a rendez-vous avec une deuxième finale de Champions Cup consécutive le 23 mai au stade San Mamés à Bilbao. La quatrième finale de l'ère Bru, rien que ça en 3 saisons, même pas encore fini puisqu'il reste encore le top 14. Mais comme toutes les victoires, on va commencer par les points négatifs. Et avant de commencer les points négatifs, comme d'habitude, Yann, un petit mot sur les Anglais de basse. Ouais, on n'est pas surpris par les Anglais. On l'avait plutôt bien. Pour le coup, la preview était vraiment bien faite. Parce qu'on avait, ouais, on avait un peu identifié cette équipe avec. Ben forcément, ils allaient user pas mal de jeux au pied parce qu'ils sont assez dominants là-dessus. Et donc ils l'ont fait beaucoup en début de match et d'ailleurs les premiers essais viennent de là-dessus, hein, où on perd un duel avec Rayassi et puis après ça arrive à rebondir, ils nous mettent la pression et Mathieu est obligé d'aplatir dans les dans l'embut et donc après il y a cette mêlée et puis il y a cette magnifique passe au pied de Spencer quelques temps de jeu plus loin. Donc ouais, ils ont usé un peu de ces jeux au pied. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que bon, mais pour la preview de Leinster, je pense qu'on pourra reprendre un peu les mêmes arguments parce qu'on va avoir à peu près un jeu identique et aussi ce qui sont, où ils sont forts. Et ça, on l'avait également évoqué, c'est que dans le championnat anglais, c'est vrai qu'ils ont une science du jeu d'attaque. Et ils ont des lancements de jeu après touche ou mêlée qui sont extrêmement intéressants. C'est quasiment du 13 en fait, avec des beaux passages, bon limite à vide, mais qui sont magnifiquement bien dans le tempo. Un 10 qui distribue bien, ou parfois le premier centre qui arrive à lâcher le ballon au dernier moment. Cet essai en première main de Muir là, il était vraiment exceptionnel. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement forts sur ça. Malheureusement, eh bien, on les a un peu secoués, donc ils n'ont pas eu tant de ballons que ça très propres, notamment en touche. Donc ça a été compliqué pour eux, mais c'est vrai que voilà, offensivement, c'est une très belle équipe. Ils ont ce fort pouvoir aérien avec Stelier que j'ai beaucoup aimé, Muir qui a marqué 2 essais et qui a été vraiment dans les
Quand il a attrapé le ballon en l'air, il était vraiment très très fort. Il nous a vraiment dominé là-dessus. Mais par contre, après en défense, c'est une cata quoi. J'ai vu il y a le petit bureau qui avait sorti une stat, qui était en fait, je crois, le pourcentage de plaquage efficace, il était aux alentours de 56%. En fait, alors c'est pas le nombre de plaquages réussis, c'est le nombre de plaquages qui ne permettent pas, déjà, que la personne franchisse, et aussi les offloads. Parce qu'en fait, quand il y a un offload, donc une passe après contact, mais forcément le jeu continue et donc t'arrêtes pas l'action. Donc ils ont que 56% de plaquage efficace, et en fait c'est ridicule quoi. Et en fait on le mettra dans nos points positifs, c'est que nous en 3, 4, 5 temps de jeu, on faisait 40 mètres et on allait marquer des essais, alors tandis que eux, ils pouvaient attaquer parfois pendant des minutes et des minutes sans pouvoir avancer et sans se mettre sans être dangereux quoi. Donc ils ont été vraiment très inefficaces. Ouais, ils sont un peu tombés sur un mur, quoi. Voilà. En plus, Larto, il a fait essayer, j'ai réécouté le truc. Ouais, il a piqué le tout pour le tout. Mais bon. Après, il a passé le mur du son. Ah, le mur du son. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, C'était un peu mieux que la mienne quand même. ça travaille. Un peu plus travaillé. Après, voilà, il bosse quand même lui toute la semaine pour trouver ses mots. C'est un métier, quoi. Voilà, c'est un métier, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé aussi leur puissance physique, même si ils sont tombés vraiment sur une grosse défense et on a réussi à bien les contenir. Barbery, pour le coup, lui, Ouais. il a bien envoyé. Alors, il avait les pommettes qui sifflaient un peu après 2-3 contacts, mais pour le coup, il était assez impressionnant. Dutoit aussi impressionnant. Pour le coup, je les ai trouvés effectivement en première mi-temps des lancements qui étaient super séduisants et tu te dis que ça peut faire mal en deuxième. Mais finalement, en deuxième, ils sont tombés sur un rock et ils ont aussi fait des erreurs bêtes. Tu vois, Oli Lorenz, là, qui saute sur le ruck, alors qu'ils étaient dans notre camp, ils auraient pu récupérer une mêlée, et finalement, en fait, ils sont juste pénalisés. Pas mal de petits scories aussi, des petits en avant. Finn Russell aussi sur le par-dessus de Jalibert, qui fait un petit en avant sous pression. Enfin, il y en a eu plusieurs comme ça en fin de première mi-temps aussi. En fait, ils ont pas fait le match parfait qu'ils auraient dû faire pour pouvoir rester au contact et espérer quelque chose. Ouais, Oli Laurence, il fait vraiment alors, en plus, c'est un centre anglais qui est quand même extrêmement performant. Il a fait vraiment un match affreux, hein. Il faisait des fautes très débiles. Donc ça, c'est quand même une faute de sauter sur le molle, alors que je vois pas pourquoi. En fait, il sert à rien en plus, hein. Mais c'est vrai il a été vraiment en très grande difficulté. Et puis après, c'est aussi la stratégie globale. Forcément, contre Northampton, ils avaient fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient mis un 15 et après ils avaient mis tout le monde sur le banc, donc les Dutoit, même Barbery était sur le banc, et donc en fait ils ont voulu un peu, ce qu'on aime bien faire nous, c'est mettre un banc extrêmement impactant, et ça avait bien marché contre Northampton. Là, ils ont dit il faut que d'entrée on les marque en laissant le plus longtemps possible nos galours, quoi, donc notamment Dutoit qui a joué 70 minutes. Mais après, malheureusement, ça a pas suffi. Et en fait, du fait de la pression, je pense, et de l'intensité, parce que mine de rien, alors j'ai pas le temps de jeu effectif, mais à mon avis, il doit être très long. Et tu sentais que les mecs tiraient un peu pendant que nous, on faisait rentrer des gros porteurs frais, quoi. Et ça, c'est ce qui a un peu fait la diff, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on les a sentis un peu empruntés, mais tu vois, mais je crois que c'est Dutoit d'ailleurs, il joue plus de 70 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. C'était compliqué après l'heure de jeu. Si on commence alors les points négatifs concernant l'UBB, moi alors ça concerne pas le jeu, mais alors j'étais pas au stade, toi non plus, mais visiblement petit point négatif en termes d'orga. Il y a eu des soucis d'accès aux tribunes avec des longues files à quelques minutes, quelques dizaines de minutes du coup d'envoi. Alors certains disent que c'est pour ça que le match a été retardé de 10 minutes, d'autres qui disent que c'est à cause de l'orage. C'est d'ailleurs la raison qu'on a eu nous devant notre Ouais. télévision. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience au stade en commentaire sur YouTube, ça peut être pas mal. Et dites-nous aussi ce que vous avez pensé, parce qu'on en parlait du speaker, le fait d'avoir Eric Dagrand qui était neutre, en tout cas qui était censé être impartial d'après les consignes de l'EPCR. Est-ce que c'était mieux, moins bien qu'à Chaban avec Vincent? N'hésitez pas à nous donner vos ressentis, parce que du coup nous on l'a pas et on serait intéressé de l'avoir. Côté sportif,
On a eu un petit peu peur quand même, je trouve, en début de match où on s'est fait un peu arroser et on a vite perdu en fait nos premiers duels. Sur les 10 premières minutes, on avait déjà perdu 3 duels aériens et j'ai trouvé qu'on aurait pu s'affoler, mais finalement en fait ça s'est bien équilibré derrière et je trouve qu'on a même été dominant. Mais c'est vrai que sur cette entame de match, on s'est fait un peu surprendre, je trouve. Ouais, on était un peu fébrile et puis après, en plus on a été un peu fébrile et t'as pas le mec derrière qui te rassure en fait. C'est tout. Rayassi, c'est vrai qu'en Champions Cup, il a rarement été autant sollicité, même contre le Stade Toulousain. Je sais même pas s'il a un duel aérien à jouer ou peut-être deux. Là, c'est vrai que ils ont une stratégie au début du match, en tout cas, de vouloir arroser ce fond de terrain. Et c'est vrai que Rayassi, c'est pas son plus grand point fort. Donc d'ailleurs, c'est peut-être un truc que le staff va réfléchir parce qu'à mon avis, si Buros revient bien physiquement, tu vois, contre Leicester qui, on l'a vu contre Toulon, use pas mal aussi de ce jeu au pied, notamment avec leur numéro 9, Gibson Park, qui dès qu'ils sont dans les 40 et qu'ils font 3 temps de jeu, qu'ils avancent pas, c'est un coup de pied de pression. Donc forcément, il va falloir avoir un mec derrière qui réceptionne tout ça. Après, même si il a pas été ultra serein sur les ballons hauts, après, ce qui est bien avec Rayassi, c'est que quand le ballon est attrapé, euh, c'est vrai qu'il casse systématiquement le premier plaquage, quoi. C'est-à-dire que là, lui, il te remet dans l'avancée assez facilement. Deux fois, je crois qu'il casse un plaquage de Barbery quasiment à l'arrêt. Tu sens que le mec est ultra solide. Mais c'est vrai qu'on a ces ballons hauts, on a eu un peu peur et parfois un peu la couverture, tu vois. On a un peu tremblé à un moment quand Pono il a pas compris Rayassi qui met ce petit coup de pied directement dans les 5, alors que peut-être qu'il aurait pu porter un peu plus le ballon et essayer de retrouver Damien. Il y avait aussi cette relance que dans l'embut où ça part, voilà, tu vois, on se dit oula, qu'est-ce qu'il me fait. Voilà, il y a le Rayassi, c'est vrai que parfois il rassure pas. Bon, il est heureusement qu'il a énormément de talent physique et technique pour s'en sortir. Et je sais pas parfois comment il fait, mais c'est vrai que parfois il fait un tout petit peu peur dans certains secteurs. Mais bon, effectivement, comme tu l'as dit, ça durait que quelques temps. On a pris un peu l'orage et puis après, finalement, on a vite repris le dessus. Louis a fait plutôt un très bon match là-dessus. Pablo est aussi serein. Et puis après, il n'y a pas eu de gros ballons où finalement on a été mis en difficulté. Il y a ce premier où on prend l'essai, effectivement. Mais bon, j'en voudrais plus au départ de l'action où on n'arrive pas à capter ce ballon alors qu'on a réussi à contester la touche. Oui, c'est d'accord. Et puis, non, mais c'est vrai que Rayassi, cette faculté à casser des plaquages en marchant. C'est trop fort ça. Il marche et puis en fait, t'as l'impression qu'il y a un mec qui le plaque et que lui, ça le fait même pas bouger et il continue d'avancer avec ses pas. Mais du coup, ouais, non, ça s'est bien réglé par la suite. Autre point d'attention, et ça, je pense que les Anglais seront d'accord avec moi, c'est attention au plaquage haut. C'est vrai que là, on est passé quand même tout proche de la correctionnelle avec Lucu, avec Coleman notamment. À deux ou trois reprises, c'était très 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 limite et on a eu quand même un peu de chance, faut se le dire. Il y aurait pu y avoir des cartons de distribués, même si on pourra en parler après. Je pense que ces cartons n'auraient pas forcément changé le résultat, mais sur d'autres matchs, ça pourrait coûter un peu plus cher. Ouais, Max, surtout Max, je trouve, où là il est bien trop haut et il se fait prendre par ce crochet intérieur et après il y a cette tête. Bon, voilà, il aurait pris un jeune, effectivement. Je suis pas sûr que effectivement, ça aurait changé le cours du match, mais on le sait, hein, ça peut être pénible. Hein. On l'a vu l'année dernière c'était en finale hein, où Diaby me fait dès le début du match tête-tête. En demi-finale, c'est pareil. Parfois, tu avais des deux côtés en fait des contacts un peu limites. Ouais, voilà, effectivement, il faut faire attention parce que ça peut un peu casser une dynamique. Je pense que même si on était plus costaud, plus fort, ça peut te casser en fait une petite dynamique et redonner confiance à une équipe alors que tu es dominant. Donc ça, attention effectivement. Après Coleman, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Après, j'ai pas vu la première de la Motte sur Barbery. Bon, après, il a pris 3 coups à la tête. Il n'est pas sorti une seule fois sur commotion hein, non plus. Hein. Ouais. C'est que, mais de toute façon, en fait, moi, celui avec Lucu, en fait, t'as l'impression qu'il domine tellement le contact, Barbery. Il envoie le Lucu à 5 mètres que tu te dis comment ça peut être un carton jeu. Enfin, tu vois, c'est aussi assez bizarre de se dire qu'en fait, c'est lui qui domine complètement le contact, mais qu'il y a faute sur lui, quoi. Ouais, ben ça c'est effectivement c'est la règle. Mais ouais.
Bon, après, on a de la chance aussi que c'est Max Lucu qui fait 84 kilos et que l'autre en fait 116, parce que forcément, si tu avais Yoram ou Coleman, tu vois, il y aurait eu effectivement, je pense qu'il aurait pas autant dominé. Là, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu violent. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que l'arbitre et le TMO ne sont pas revenus. En fait, Max prend un cul de l'espace. Je pense il a même volé quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est exclusivement pour ça et qu'ils sont pas voulu s'attarder là-dessus parce qu'il avait complètement dominé. Mais au ralenti, il aurait pu effectivement prendre un jaune. Le contact, il a l'air d'y être quand même. Mais bon, tant mieux pour nous, tant pis pour les Anglais qui râlent comme ils savent si bien faire. On n'est pas moins bon dans ce domaine-là. Oh oui, non. Est-ce que tu as un autre petit point négatif? Eh bien, l'attaque, parce que même si on a été plutôt efficace sur les ballons quand on est rentré dans les 22, et puis après j'ai un peu compté aussi sur nos essais le nombre de temps de jeu qu'on a fait pour marquer, donc on fait très peu de temps de jeu, donc on a été plutôt performant là-dessus. Mais mine de rien, on a fait pas mal de petites fautes qui auraient pu nous permettre de prendre une avance confortable et très tôt. Tu vois, j'ai Jaja à un moment qui fait une percée plein axe, il se fait arracher le ballon par Carreras. On a Yoram aussi où on part sur un porté, alors tu as toute l'équipe qui va dedans, on écarte le ballon, donc après on attaque en sous-nombre, il fait une chistera à personne et après on prend un contre de 60 mètres. Il y a Caso aussi. Alors ça, c'est un arbitrage collectif. D'ailleurs, c'est le TMO qui l'a signalé. Où pareil encore, c'est Mathieu qui arrive à transpercer la défense, à franchir. Et après, tu as une prise au coup de Caso qui stoppe l'action. Alors, on était extrêmement dynamiques avec Big Ben et etc. Tu as même après Yoram. Bon, ça, le match était plié, mais à la 74e où il fait le compte sur Russell et après il peut pas attraper le ballon. Donc voilà. Donc mine de rien. Surtout sur cette deuxième mi-temps, parce que je trouve que dans la première mi-temps, on a été plutôt très efficace. Dans cette deuxième mi-temps, où on était pour moi ultra dominant et on commençait à prendre vraiment le dessus physiquement, finalement, c'est là où on a été le moins précis et on aurait pu se rendre le match plus facile. Il y a aussi à la fin du match Mathieu qui n'arrive pas à transmettre la balle à Max Lucu, alors que bon, bah, on sait que bon, ça il le réussit 90% du temps, quoi. Donc voilà, plein de petits trucs qui font que voilà, on aurait pu marquer au moins trois essais de plus sans faire non plus, tu vois, c'était pas des actions de folie quoi. Tenir un ballon, faire une passe de 10 mètres, éviter d'attraper le coup de troisième ligne. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. Je trouve que dans cette deuxième mi-temps, on aurait pu plus facilement, voilà, enfin, on aurait pu se faciliter la tâche et respirer plus rapidement quoi. Mais c'est vrai que la faute de Caso, moi j'ai mis du temps à trouver où elle était parce qu'en fait il siffle très en retard. Ouais, Il y a déjà eu 2 temps de jeu entre le moment où en fait c'est sur la percée de Jalibert, c'est ça. où là Caso fait un écroll. Et ensuite derrière il y a un premier temps de jeu et un deuxième temps de jeu où c'est Ben qui charge avec Caso derrière lui. Et en fait on pense qu'il siffle à ce moment-là, mais en fait c'est vraiment pour 2 temps de jeu avant. C'est vrai que le seul un peu rebond favorable, en tout cas fait de jeu favorable là-dessus, c'est en fait la passe de Hugo Reus qui Ouais. finit dans les mains de Temo Mathieu à la 75e. Mais c'est vrai que sur le rebond de Moef, sur certaines passes, ça s'est joué à vraiment rien. Et on n'a pas été si payé que ça en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Alors qu'en fait, là, on commençait vraiment à dominer. Tu vois, tous les impacts en défense, enfin en attaque, eux, ils avançaient plus. Leur touche était affreuse. Ouais. En fait, ils ont eu 10 bonnes minutes. Et après, d'ailleurs, on se met la pression tout seul, hein, parce on a encore une fois, on réussit tous nos sorties de camp. La réception de nos renvois, elles sont propres. Et la première, en retour de mi-temps, et ben on la foire. Il y a un ballon qui Gazotti et Lucu qui se parlent pas, Lucu qui fait en avant et après là on se tape une séquence de 5 minutes. Ouais, facile. D'ailleurs, sur cette séquence, peut-être un petit bémol aussi, c'est on a Maxime Lamotte qui s'est mis plusieurs fois à la faute. Alors, il finit par être pénalisé, mais il y a 2 fois avant d'être pénalisé où l'arbitre lui dit non, non, sortez-vous quand il essaye de gratter. Et la troisième fois, il est pénalisé et du coup, ensuite, on se prend cet essai. Mais c'est vrai que sinon, on était parfait dans la défense et on finit par se faire pénaliser un peu bêtement dans le sens où on avait été averti par l'arbitre et on continue de faire les mêmes fautes. Donc c'est peut-être ça un petit bémol sur l'aspect défensif, mais globalement la défense a été quand même ultra solide. Est-ce que tu as d'autres points négatifs, toi? Non,
coup, à part ce manque d'efficacité et les ballons hauts, enfin notre match est quand même plutôt propre. Après, tu l'as dit, la discipline, alors on fait très peu de pénalités au total, mais forcément, il y a ces petites fautes. Parce que par exemple, la motte, je pense elle est vraiment visible dans le sens où tu avais un mec qui t'avait un plaqueur qui était toujours dans la zone, quoi. Et là, il peut pas se permettre de faire cette faute. En plus, c'est dommage parce que juste après, ils perdent le ballon avec Carreras qui fait en avant dans l'embut. Donc on aurait pu récupérer une bille. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après aussi, et bon, ils ont le droit de bien attaquer et nous mettre sous pression. Donc forcément, tu es moins lucide quand tu défends 20 ans de jeu. Voilà, forcément, tu te replaces un peu moins bien. Mais bon, si on veut être Ouais. parfait. Bah, déjà, avant d'être parfait, on va déjà voir ce qui a été sur ce match. Et pour commencer les points positifs, Yann, je te laisse la main. Et bien, de toute façon, on va aller dans la continuité sur les points négatifs parce que forcément, euh, vu que Baf a eu du mal à attaquer, c'est parce qu'on a eu une connexion collective et notamment défensive qui a été extraordinaire. Je me suis trouvé très courageux parce que Baf, quand même, quand tu regardes les stats d'occupation, ils sont 46% de leur temps, ils sont dans 22 quand même. Et ils ont marqué finalement très très peu. Et quand tu regardes, parce que je me suis amusé un peu à compter les temps de jeu pour qu'ils marquent des essais, leur premier essai, il faut qu'ils mettent 11 temps de jeu. Le deuxième, c'est le seul où en un temps de jeu, ils l'ont marqué directement. Et leur troisième essai, ils ont besoin de 9 temps de jeu. Et juste avant, c'est la séquence où il y a la faute de la motte, où ils font 22 temps de jeu, jusqu'à arriver en fait à l'en avant de Carreras. Donc en fait, ils auraient pu passer plus de 20 ans de jeu sans marquer. Donc ça montre en fait la difficulté qu'ils ont eu à passer cette défense qui était infranchissable. Et donc en fait, là, il y a des hommes qui ont été monstrueux. Euh, Coleman qui doit être à plus de 20 plaquages, Gazzotti à 16 plaquages, un joueur aussi que j'ai adoré parce que d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact player Big Ben quand il rentre il fait des dégâts, mais c'est vrai que c'est permis parce que pendant 50 minutes t'as un Sadi qui fait un travail monstrueux et le travail où je trouve qu'il a plus progressé et il commence à aimer ça aussi, c'est la défense. Parce que les doubles plaquages où après lui il arrive, il fait que des plaquages offensifs. Et en fait, à chaque fois, il fait reculer les mecs. À un moment, c'était Obono, il le fait reculer, le seconde ligne. Peppers, deux fois, il s'est fait. Alors lui, il a passé un mauvais samedi, hein, parce un mauvais dimanche. Entre Moefana qui le charge, Gazzotti, Sadi, c'est vrai que lui, ça a dû être compliqué. Mais voilà, notre défense a été incroyable. On a on n'a pas pu mettre tant que les mains que ça sur le match. Je crois qu'on fait quatre grattages et notamment en plus il y en a deux qui doivent arriver quand il y a retière. Mais par contre en défense beaucoup de plaquages offensifs et on leur a fait très très mal. Et vraiment ce stade de mais ils mettent plusieurs, voilà, tu vois, 11 temps de jeu pour essayer de marquer. Et le 22 temps de jeu, cette action de 5 minutes où en plus en fait, ils sont dans des 22 et je pense qu'ils gagnent 5-10 mètres, quoi. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et à chaque fois, on les concasse. À chaque fois, on les concasse. Contre le Stade Toulousain, c'était pareil. Ils avaient réussi à trouver des solutions sur certains ballons de récup. Mais voilà, notre défense, quand elle est comme ça, franchement, c'est du très très solide. Et il va falloir faire la même chose de toute façon en finale. Parce que Leicester, ils sont très forts sur ça, et notamment sur leur cellule de gros, avec Doris, etc. Enfin bon, ils ont des grosses cellules de gros et ça circule vraiment très bien. Mais je suis impressionné par cette équipe et la solidarité. Ouais, t'as des gros qui font un énorme taf, mais derrière aussi, hein, Lucu, je sais pas combien de plaquages il est, même Jalibert, hein, je crois qu'il a 11 plaquages réussis, donc tu vois, il s'est aussi donné la perte de centre, même s'ils se sont fait franchir une fois au centre, globalement ils ont été très costauds. Louis aussi, j'ai beaucoup aimé ses montées en pointe, il a cassé énormément d'actions. Et tu vois, même tu as des actions où il marque, mais c'est très compliqué de marquer. Quand le 13, donc là c'est après 9 temps de jeu, le 13 marque, il n'est pas fait l'essai, hein. Et pourtant, ils attaquent à un 5 contre 2. Donc, tu as Jalibert qui monte comme un malade et qui force Russell à faire la passe en premier temps. Et là, tout de suite, connexion, tu as Louis qui fait un sprint pour attaquer Lawrence. Et Lawrence arrive à passer les bras. Et après, c'est à l'arrache, quoi. Après, il arrive à aplatir du bout des doigts. Si on arrive à un peu le tirer, il aplatit pas alors qu'il y avait un 5 contre 2 de base. Donc, ça, ouais, c'est-à-dire qu'on a vraiment été ultra solide, même si au final, t'encaisses 4 essais.
je crois. Donc bon, mais je trouve que notre défense comme ça là, elle est vraiment terrible. Ouais, t'en prends 4, 2 en première mi-temps, un en deuxième et un à la toute fin, qui est un peu anecdotique du coup. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu le tournant du match, cette 50e là où tu prends cet essai, mais tu leur montres à quel point ça va être dur de marquer. Et je trouve que nous, ça nous a déjà surmotivés. Et puis eux, je trouve ils ont dû se dire qu'il fallait vraiment en faire énormément. Et tu vois, dans la tête, mine de rien, ça gamberge. Et derrière, tu fais des dingueries que t'as pas à faire comme Oli Lorenz ou des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est effectivement un gros travail défensif et tu l'as souligné, c'était déjà le cas contre Toulouse. Donc là-dessus, franchement, c'est peut-être un gros progrès par rapport à l'an dernier. Alors déjà, l'an dernier, on avait une très bonne défense, mais vraiment là, on peut être hermétique et être un véritable mur sur lequel les attaques se cognent. Donc là-dessus, ça a été Ouais. vraiment impressionnant. Et même par rapport au début de saison, hein, tu vois, c'était un des débats, enfin, ça évoquait pas mal ces soucis défensifs, même proche des lignes, tu vois. Putain, là, 46% de leur temps dans le 22, je sais pas combien de points ils ont marqué par entrée dans le 22, mais il doit être ridicule en fait. Tellement ils ont pas réussi à avancer, quoi. Bah, ouais, et puis, tu vois, et puis comme tu dis, ils peuvent marquer, mais si c'est au bout de 22 temps de jeu, en soi, Ah ouais. le travail il est quasiment à moitié fait, quoi. Et Et, et d'ailleurs, et vas-y. d'ailleurs, et à contrario, nous, alors effectivement, ils ont pas une défense de fou, mais nous, le premier essai de Gazzo, alors ça part en plus d'une touche, on est sur les 40, donc de basse, et ben en 5 temps de jeu, on a marqué, quoi. Le deuxième de Louis, c'est pareil, c'est après une touche, on a 3 temps de jeu, on marque. Le troisième essai, bon bah là c'est quasiment un temps de jeu parce que c'est la pénalité sur mêlée et puis après t'as Jalibert qui attaque la ligne, Max qui jongle et puis après ça fait des super passes dans le mouvement et puis après Lucu après le premier temps de jeu il va marquer directement. Le quatrième pareil, ça va extrêmement vite, 4 temps de jeu donc en fait, on a réussi à traverser le terrain extrêmement rapidement et tu vois, c'était pas que dans les 22, c'est-à-dire que ce soit à partir des 40, même l'essai de Mathieu qui a bon, bah, lui il a beaucoup de réussite, mais pareil, hein, en quelques passes, on a réussi à les déstabiliser et après c'était terminé, on marquait extrêmement facilement. Donc ça aussi, ça mentalement, quand toi, il faut que tu fasses plus de 10 temps de jeu pour marquer un essai et en plus tu as fait que des pick and go, c'est-à-dire que ton ballon il a commencé dans les 5 mètres et tu fais 10 temps de jeu pour avancer de 5 mètres et ben toi, en 4 passes, tu arrives à être entre les poteaux, quoi. Donc ouais, mentalement, ça doit être dur. Effectivement. On a été clinique, effectivement, et je trouve que ça, c'est aussi le fruit de travail de joueurs qu'on. Tu vois, j'ai encore entendu ce week-end que. Et pour moi, c'est le joueur le plus sous-estimé de l'UBB cette saison. Il y en avait un qui n'était pas dans son assiette cette saison, c'était Damien Penaud. Alors Ouais. que tu regardes le premier essai de Gazzotti, bah, c'est lui qui fixe, qui porte le ballon, et ensuite c'est Gazzo qui la ramasse pour aller à Dame. Pareil, tu parlais de l'essai où ça commence par une mêlée. En fait, quand tu regardes la mêlée, c'est Damien Penaud qui est à la chasse et qui est à la lutte aérienne et qui force l'en avant. Et je crois que c'est un en avant. D'ailleurs, non, c'est peut-être pas celui-là, parce que c'est un en avant repris devant. Du coup, ça fait pénalité. Et derrière, Ah essai, oui. c'est celui de Louis. Donc, c'est le deuxième essai. Damien Penaud, j'ai trouvé qu'il avait fait un match stratosphérique. Tu vois, toi, tu as souligné dans tes vidéos Yoram Moefana, mais j'ai trouvé que Damien Penaud était encore plus impactant. Il a fait des grosses différences. Il y a aussi en deuxième mi-temps aussi une attaque où on est sur le côté gauche. Alors, il a deux solutions à gauche. Il décide de la faire à droite sur Louis qui ensuite dégueule le ballon. Peut-être qu'il y avait un meilleur choix à faire. Toujours est-il en fait, c'est lui qui apporte le danger. Et pour le trou, en 13, moi je le trouve vraiment monstrueux. Et un peu comme un Louis, je l'ai trouvé beaucoup plus investi. Alors lui, c'est peut-être plus aussi lié à son poste, mais dans les rucks, dans les plaquages. Louis, par exemple, je ne l'ai jamais vu autant présent dans les rucks que sur ce match-là, que ce soit offensif ou même défensif. Des fois, tu le vois en bord de ruck, tu sais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Alors que d'habitude, c'est pas qu'il se cache, mais il est beaucoup plus à son poste. Il allait vraiment mettre la tête un peu à la façon de. C'est un peu la même évolution qu'un Jalib l'an dernier où
au fur et à mesure de la saison, on l'a vu de plus en plus être impliqué dans les tâches de l'ombre. Là, je trouve, en tout cas sur ce match-là, que Louis a été super impliqué dans les tâches de l'ombre. On l'a un peu moins vu d'ailleurs sur ces dernières semaines offensivement, Louis. Mais là, il marque son essai en bout de ligne. Mais dans les tâches de l'ombre, j'ai trouvé très très important. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu. De toute façon, collectivement, je trouve qu'on a été vraiment très bien. Et tu fais bien de le souligner. Alors, moi, j'avais mis en avant Yoram parce que, effectivement, sa dernière prestation sur un match couperé au quart de finale, il était pas passé à côté. Et là, c'est vrai qu'on commence à retrouver voilà, le Yoram impactant qui nous fait avancer, qui arrive à faire jouer après lui. Mais moi, cette paire de centre, effectivement, elle me plaît énormément. Et je pense que on comprend, de toute façon, je pense que le staff a compris qu'il fallait avoir un facteur X en 13 parce que ça te permet beaucoup de choses. Tu peux avoir un mec un peu moins talentueux à l'aile, euh, ça se verra moins qu'un 13 qui peut pas casser la ligne. Et effectivement, Penaud fait énormément de bien dans ce rôle-là, quoi. Et en plus, la crainte qu'on n'a plus du tout, mais alors plus du tout sur l'engagement, c'est qu'il s'y file vraiment beaucoup, quoi. Et en défense, il s'envoie comme un âne. Voilà, ils sont fait prendre un peu, mais parce que les lancements sont très propres aussi. Hein, pour le coup, ils sont fait prendre une fois au centre du terrain et après ils sont fait resserrer sur le deuxième essai de Muir, mais globalement, ça a été extrêmement solide et Damien fait encore un très gros match. Mais même Pablo aussi, enfin, tu vois, c'est bien ce qu'il fait. En fait, dans le remplacement, il est bien, dans la défense, il est bien, offensivement, il dézone pas mal. Pablo, c'était un de mes points, hein. Moi, je l'avais noté. Ah, Alors, je pense le deuxième joueur le plus sous-coté de l'UBB en ce moment. Parce que en fait, tous les autres ont droit un peu à des éloges. Sauf, je trouve, Damien Penaud, même si ça va un peu mieux depuis le tour en destination. Et surtout Pablo Huberti, qui est un peu là, tu vois, alors qu'il devait même pas être dans les 23 en temps normal. Il bénéficie des blessures de Nicolas Deporter et de Rouen. Et tu vois, le match d'hier, il fait pas d'erreur. Il est très très non, non. précieux. Et l'essai que marque Louis, je vous invite à regarder un peu le travail que fait Pablo sur sa dernière passe, qui est une passe sautée où il tient bien la balle et qui il la donne au bon moment. Vraiment, le match de Huberti hier, il est ultra solide. Alors tu le vois pas trop, tu as l'impression de ne pas le voir en tout cas, mais il est là et il fait vraiment bien son taf. Ouais, donc c'est vraiment, ouais, on a vraiment. Moi, je suis vraiment content pour lui, pour le coup, parce que c'est vrai qu'on oublie aussi que l'année dernière, il nous sauve un peu hein, en demi contre Toulon. C'est lui qui fait une super prestation, il sécurise tous les ballons, il est extrêmement propre, il se fait pas prendre. Voilà, effectivement, parfois il a été un peu en difficulté cette saison, mais là, dans les matchs qui comptent, force est de constater qu'il est quand même présent et que c'est le 14 qui sera titulaire, hein, donc même en finale. Alors peut-être qu'il y aura des changements, mais je vois plus un changement Buros Rayassi et peut-être Rayassi sur le banc que Pablo qui sort de ce 15. Hein. Donc ouais, c'est un mec qui est rassurant, qui est très propre. Donc bravo. Bravo, Don Pablo. Toi, tu voulais parler de la conquête aussi? Ouais, ben toujours pareil. Hein, c'est vrai que on avait fait contre Montpellier, on s'était fait chahuter parce qu'ils avaient des super blocs, et ils avaient réussi à nous contrer. Mais là, la touche a été de haut niveau. Je crois qu'on est à 90% de nos ballons. Eux, ils sont à 73. Mais ça compte pas, tu vois, les touches qui ont été un peu contestées où tu récupères et ils peuvent pas lancer leur jeu. Et comme on sait que cette équipe de base, c'est une équipe qui est extrêmement forte sur les lancements et notamment des lancements après touche, parce que c'est des lancements qui sont extrêmement intéressants et on l'a vu sur l'essai magnifique qui marque. Et ben le fait que ils perdent trois ou quatre ballons en touche, qu'ils aient trois de ballons à digérer merdiques, parce que j'ai en tête là où il y a Barbery qui fait stand avant, mais c'est parce qu'en fait t'as une touche qui est un peu à l'arrache, le second ligne après éjecte mal sur le 9 qui la prend trop basse et lui qui fait une passe mauvaise sur trop basse pour Barbery qui fait lui aussi en avant. Mais tous ces ballons de merde, c'est du positif pour nous parce qu'ils peuvent pas lancer leur jeu et donc ils peuvent pas nous faire mal. On avait pareil contre le Stade Toulousain, on avait réussi à faire ça. Et c'est des choses qu'il va falloir répéter dans les semaines à venir. Et puis après, il y a aussi la mêlée où on a été, alors sur nos introductions, on a été plutôt solide. On s'est fait un peu prendre, je crois qu'il y a une fois Sadi qui perd ses appuis, mais après on a récupéré aussi une pénalité qui était importante. C'est là où on marque l'essai du Grand Max.
Et puis, mais on a été, ouais, ce pack a été quand même extrêmement solide encore une fois. Sadi, j'ai beaucoup aimé. Gazzotti qui fait un match, c'est vrai qu'il fait un match monstrueux. Hein. Comment il porte le ballon, il a que 21 ans. Hein. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais il a pris une dimension physique et ce qu'on avait un peu identifié depuis quelques semaines, c'est que il est moins frontal. Il arrive à un peu se décaler à l'impact et ça marche mieux et en plus il va moins se blesser. Donc, euh, donc ça, je suis extrêmement content. Et puis aussi petit hommage à Perchaud, parce qu'il quand même cette année, il s'est tapé Will Colo et Dutoit et il a tenu. Bah, Percho, en début de saison, on voyait des supporters qui disaient qu'ils n'étaient pas contents, que on n'a jamais dû le faire venir de Bayonne, que à gauche, on n'avait pas suffisamment de joueurs. Mais voilà. Là, on n'a pas Poirot, on a Percho et Boniface qui rentrent, je crois, à la 60e. Ouais, Matisse, il commence à vraiment s'imposer comme un leader de cette première ligne. Et s'il n'est pas titulaire, c'est que Jeff fait une énorme saison aussi, qui en plus a exactement. le leadership, l'expérience et le vécu dans ce groupe-là. Mais effectivement, tu l'as dit, Mathis Perchaud, il est très 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 solide et il va falloir compter sur lui dans les saisons qui arrivent. Ouais, parce qu'il a que 23 ans, sachant que c'est un poste à maturité tardive. Le prime des gauchers, c'est 26, 28 ans, voire plus. C'est incroyable lui, hein, sa carrière quand même, parce qu'il a déjà, je crois qu'il a déjà plus de 100 matchs en pro, quoi. Il a 23 ans. Enfin, c'est Mm. n'importe quoi. Ouais, c'est encore un petit crack, quoi. Mais oui, non, mais de toute façon, après tout le pack, moi j'avais noté Coleman aussi. Ouais, Coleman, ouais, mais... offensivement, tu le vois pas, à part enfin, en conquête, sur les touches, grosso modo. Mais c'est vrai ouais, que ouais. le travail dans la défense, dans les rucks aussi, là, quand tu vois ses 2 mètres 08 et qui s'allonge dans les rucks, enfin, il prend une place monstrueuse, avec ses grandes mimines aussi dans les molles. Enfin, euh, travail aussi de l'ombre. Tout comme un Boris Palu, hein, mais c'est vrai que Coleman m'a plus marqué sur ce match-là. Et non, vraiment, tout le pack a répondu présent. On n'a pas mentionné Beauchaton aussi. Ouais, Pour ouais. le coup, lui aussi, tu as l'impression de ne pas le voir, mais en fait, il fait un taf de fou. Donc non, pack très convaincant. On va arriver quand même, on va rendre hommage quand même au Oui. capitaine Lucu. Alors, si je dois noter un plaquage raté en première là sur la percée dont tu parlais là au centre, il rate, enfin il rate. Il n'empêche pas le deuxième essai de Muir à 3 cm. Et il fait un petit en avant en début de seconde période, là, comme tu disais tout à l'heure, avec un peu Gazzotti, on ne sait pas trop ce qu'il fait, du coup, il y a une petite incompréhension. Mais alors, sinon, quel match? Il gratte des ballons, il plaque, il marque son essai, il fait des passes Enfin, au pied. Il te trouve des longueurs, là. Il y a un moment, on est dans l'embut, il t'envoie un ballon aux 40 mètres. Leadership, il harangue la foule, il danse, enfin, tu vois, je le trouve par rapport à la saison passée où il était déjà incroyable, un leader incroyable. Je trouve que son body language, il a évolué dans le sens où là, il a vraiment l'air heureux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre, il sourit, il rigole. En fait, tu sens qu'il kiffe ce qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et tu sens que c'est ultra communicatif. Tu as juste envie de le suivre et tu as juste envie que ce mec soit heureux et qu'il te rende heureux. Et en fait, tu le vois, il y a une vidéo où il est un peu tout seul à la fin avec sa médaille d'homme du match. Et il est devant les supporters bordelais, il danse et il est. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il est vraiment là dans à la fois le meilleur joueur qu'il a jamais été, et en plus, il a l'air ultra épanoui, et ça, c'est trop cool, quoi. Ouais, ouais, il mérite cette finale au Pays Basque, donc ouais, franchement, il doit être extrêmement heureux. Nous, on est extrêmement heureux, et c'est vrai que c'est un leader de fou. Et pareil, comme on l'avait évoqué un peu avant le match, c'est vrai que maintenant, il essaye d'amener un peu plus de danger, et il porte de plus en plus le ballon, et on le voit en fait, qu'il participe plus au jeu. Il essaie d'évoluer là-dessus, et c'est vrai maintenant, il devient ultra ultra complet, quoi. C'est-à-dire que c'est plus que le pied. Là, il a un pied qui est monstrueux, pied droit, pied gauche. En plus, dans les matchs importants, on sait qu'il répond présent dans le but, parce que ça c'est extrêmement important aussi. Toujours aussi bon éjecteur, mais en plus maintenant il commence à marquer des essais, il participe, il suit. Enfin, et puis après, ouais, comme l'année dernière, c'est toujours
un leader de combat au plaquage. Il est un peu partout parce que bon, sur Muir, et c'est jamais lui à être là d'ailleurs. Lui, il est en R2 pour couvrir les coups de pied et c'est lui qui arrive à rattraper tout le monde et à essayer de gagner, de jouer ce duel alors que normalement il aurait dû plus avoir le 15. Parce que c'est pas Rayassi qui. Parce qu'en fait, je trouve que Rayassi, il attend très longtemps. Ouais, Il attend vraiment d'être fixé, alors qu'il a, je sais plus c'est Pablo. c'est Huberty, ouais. Et en Ouais, fait, t'as l'impression qu'il fait pas assez confiance à son mec inter et que bah, du coup, il laisse beaucoup trop d'espace à l'extérieur et que du coup, bah, Lucu, il arrive un peu en c'est ça. dernier rempart, mais c'est un peu trop tard. Après, très difficile à jouer, même pour Rayassi, cette action-là, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que Pablo se fait un peu arrêter. Et après, à Rundel, qui court très très vite, peut-être qu'il a eu un peu le. Tu vois, en fait, je pense que là, il y a eu une petite erreur de communication. Rayassi doit glisser un peu plus rapidement et en fait, ça doit éviter à Max de faire cette course de dératé, qu'il n'était pas loin, hein, franchement. Muir, vraiment, chapeau. Hein, c'est un peu pour moi un des hommes du match du côté de Basse. Il a été vraiment extrêmement impressionnant parce qu'il n'était pas du tout fait celui-là. Mais ouais, on a quand même. Mais de toute façon, on a ce leader énorme et puis tu as une charnière de toute façon monstrueuse. Hein. Bah, parlons un Euh, peu de Jalib, vas-y. c'est vrai que alors, Mathieu, il a fait quelques scories, notamment cette relance dans les 22 où il perd le ballon et après aussi avec Carreras où il se fait arracher la balle et ses petites passes. Mais sinon, il amène tout le temps du danger, quoi. C'est-à-dire que ses passes sont précises, il arrive à attaquer la ligne. Je crois que c'est celui qui a plus franchi. Je crois qu'il franchit 3 ou 4 fois. Il s'envoie maintenant, enfin depuis plusieurs mois et plusieurs années, mais enfin 1 an et demi, il s'envoie énormément en défense. Franchement aussi un match extrêmement complet. Dommage qu'il n'arrive pas à se récompenser. Et là, tu vois, c'est un peu ça qui peut un peu gâcher peut-être la finalité de sa prestation. C'est qu'on aurait pu marquer 2, 3 essais s'il n'avait pas fait ses petites scories. Mais bon, il les garde pour la finale. Ouais, je pense, bah déjà, s'il refait ce match-là en finale, on sera pas mécontent non plus, hein, Ouais, on sera pas loin. Hein. mais On c'est vrai sera pas loin. il a deux, trois situations où soit il laisse s'échapper la balle, soit à un moment il fait feinte inter, feinte externe. Enfin, en fait, il fait Ouais, trop de feintes, ce qui permet à la défense derrière lui de revenir. Mais je crois que c'est là-dessus où Caso fait le nécrol, il me semble. non, non, Ah non, peut-être pas, non. c'est là où il se fait arracher le ballon par Ouais, c'est là Carreras. il se fait arracher. Mais bon, oui, après, grosso modo, il a quand même fait un match énorme. En stats pur, le match, il est affolant. Et c'est vrai que bah, ça manque un poil de réussite pour que Ouais, ce match soit exceptionnel. Mais du coup, il n'a pas réussi à se payer. Mais bon, comme tu dis, qui se paye en finale, ça nous ira aussi très bien. Voici pour les points positifs. Je sais pas si tu avais d'autres choses, toi. bah, après si, tu avais quand même le coaching et la construction de l'équipe, parce que forcément je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup le fait d'avoir ce 15 où tu as peut-être moins de porteurs, mais t'as plus de coureurs, des combattants, des mecs qui vont plaquer, et force est de constater que ça marche. Et puis après, tu fais rentrer mais l'arme de destruction massive entre Caso, gros porteur, Big Ben, même Retière, qui est quand même un joueur qui est un gros ferrailleur et qui avance, Mathieu, hyper dynamique. Bah, je trouve que voilà, cette construction d'équipe est plutôt extrêmement pertinente et marche, hein, parce que ça marchait contre le Stade Toulousain, ça marche contre Basse. Probablement, ce sera la même stratégie contre les Irlandais, donc bravo, voilà. Même sans coach sur le terrain, voilà le plan de jeu a été respecté. Et je pense que voilà, il n'y a pas eu d'accro dans ce plan de jeu et, et donc c'est plutôt cool. Bah, c'est vrai que même Caso, même s'il fait ses nécroles, il est aussi ultra important là sur la charge de Big Ben quand il marque son essai, c'est lui qui est au cul. Mais c'est vrai que ce banc-là, ce format de banc-là avec ces profils-là, c'est celui qu'il y avait contre Toulouse aussi. Même si c'était pas Caso, c'était Jacobs, Jacob. mais ça fonctionne extrêmement bien. On a vraiment trouvé la bonne formule. Peut-être que sur le 6-2, moi c'est vraiment la présence de Russ. Russ, j'adore le joueur, mais c'est que Ouais, le profil, je trouverais que qu'un Rayassi à ce profil-là est un Buros titulaire, et si tu mets et tu peux les intervertir, c'est pas si gênant que ça. Ça serait peut-être plus pertinent et couvrirait plus d'options en cas de pépins, de blessures, etc. Là, finalement, Russ, à chaque fois,
tu le fais rentrer 2-5 minutes et au final, tu te rends compte que même s'il est là pour pallier à une potentielle blessure de Jalibert, bah, est-ce que c'est si utile que ça? Je sais pas. Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que pour améliorer ce banc, à la limite, ce serait voilà, si Buros est en pleine forme, le caler directement titulaire en 15 et puis Rayassi, là pour le coup, ce serait un vrai impact player. Parce que un Rayassi sur une défense irlandaise un peu fatiguée pendant 20-25 minutes, que ce soit en 15 à l'aile, ça peut faire des énormes dégâts. Euh, donc ouais, c'est peut-être le truc que je changerais sur ce banc. Parce qu'après, c'est vrai que c'est un Mathieu, même Bastien, à chaque fois, il fait des super entrées, hein. Rien que le renvoi qu'il sécurise, là, ça m'a fait Il extrêmement rentre à plaisir. peine. Il a pas touché un Ouais, ballon, il te sécurise un renvoi. ça, mentalement, ça fait du bien, parce que tu sais que ta sortie de camp, Max, il va t'envoyer un truc, il va les renvoyer chez eux, donc ça, c'est extrêmement important. Ça, plus le fait qu'il plaque énormément et tout, mais rien que son renvoi, ça m'a fait plaisir. C'est une petite victoire, ça. Bah, Dans les matchs comme ça, parfois, tu as des petites victoires où tu sais que si tu gagnes là, tu gagnes la première mêlée, tu gagnes ça, tu gagnes la touche, tu gagnes la première séquence défensive. Ces petites victoires-là, tu elles sont coches, tu coches tes extrêmement cases. importantes. Ouais, et puis là, Tu ça bois, dégoûte tu bois une l'adversaire. gorgée à chaque petite victoire ou Non, tu vois t'imagines. pas la fin du Si. match? Bon, ben voilà pour les points positifs. On s'est quand même bien régalé ce dimanche. On a essayé de trouver des points négatifs. On en a trouvé quelques-uns quand même. Tout n'était pas parfait, mais voilà, l'UBB est qualifié pour la finale de la Champions Cup. Ce sera le 23 mai à San Mamés. Je vous propose qu'on parle tout de suite de comment va se passer la billetterie dans les actus du club. Alors, pour la billetterie, on a eu quelques infos de la part du club, en tout cas des supporters qui ont posé des questions au club, ont eu des infos et une réponse officielle, un peu un copier-coller pour tous ceux qui demandaient. Il faut savoir que le quota pour les clubs finalistes de la part de l'EPCR, c'est l'organisateur de la compétition, était de 4000 places sur un stade qui en fait 50 000. Ça se comprend, puisqu'il y a des enjeux économiques, financiers, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux aussi de trésorerie, que plus tôt l'organisateur reçoit le cash du ticketing, mieux c'est pour lui. Ça, c'est une évidence et il ne peut pas attendre 6 mois ou 8 mois de plus. Toujours est-il que les quotas ont l'air sacrément réduits. C'est aussi le cas d'ailleurs pour la finale du top 14. Je crois qu'il y en a peut-être un chouïa plus, mais pas beaucoup plus. Mais ça se comprend un peu plus en finale de top 14 parce que tu n'as qu'une semaine entre les deux, que ça peut être un peu galère entre les deux, entre la demi et la finale, que ça peut être un peu galère pour les supporters et que du coup ils se couvrent aussi un petit peu comme ça. Toujours est-il que l'UBB a donc 2000 places. Il faut savoir que l'an dernier, c'était pas du tout le même problème parce que le match n'était pas complet avant les demi-finales, puisque c'est une tannée pour aller à Cardiff depuis Bordeaux notamment, enfin depuis pas mal d'endroits. Et du coup, c'était pas les mêmes enjeux. Là, le match est complet avant la demi-finale. Et du coup, là, on n'a que 2000 places à se partager au club, sachant qu'il faut en priorité donner des places qui sont contractuelles aux partenaires. Il y a les familles et entourage des joueurs, du staff, etc. Là, ça fait quand même pas mal de monde. On a vu qu'il y avait du monde qui a fait le déplacement à Cardiff l'an dernier. Là, j'imagine que ce sera la même à Bilbao et qu'il y aura moins de monde à Bilbao. Et ça, c'est quand même dommage parce que quand tu es joueur ou membre du staff, tu as envie que tes proches puissent participer à ce genre de moment qui marque une vie. Et du coup, il va rester un petit reliquat pour les supporters. Et le club a fait le choix, en tout cas, ce qui se comprend aussi, de ne pas faire de vente abonnés. On a 22 000 abonnés. Si c'est pour se partager 300 places, en fait, tu n'auras que des déçus, que des frustrés. Et ils ont choisi de récompenser du coup les clubs de supporters. Donc allouer quelques places. Alors on ne sait pas exactement combien il y en a. Toujours est-il que déjà ça récompense un peu l'engagement qu'ils mettent toute l'année. Tu vois, nous on est quand même aussi bien placé de savoir que c'est pas forcément évident d'avoir des gestes de la part du club, même si on demande rien, tu vois, on sait que ça peut être difficile d'être considéré par le club. Donc déjà avoir ce genre de geste là, déjà ça montre que le club reconnaît un peu le travail qui est fait toute l'année. Et voilà, et les United BB ont communiqué ce soir sur le fait qu'en fait, alors comment ça se passe chez United BB? Il y a les abonnés au stade
United BB, donc qui sont vraiment dans le COP, dans le même escalier que là où vous avez les tambours, les drapeaux, etc. Et ensuite, il y a les adhérents à l'association. Moi, par exemple, je suis adhérent, je ne suis pas abonné. Je participe un petit peu tous les ans, je crois que c'est 15 euros par an. Et du coup, on est adhérent à l'association. Et en fait, là, les United BB ne vont même pas pouvoir proposer de place à leurs adhérents et ne vont même pas pouvoir proposer de place à tous leurs abonnés. Alors, et pourtant, ils n'ont pas non plus 800 abonnés. Hein. Donc, ça montre le peu de place qu'ils ont. Ils vont devoir eux-mêmes faire des choix entre qui va devoir aller, qui va pouvoir aller à Sainte-Mamesse parmi les plus fidèles et des plus fidèles. Donc, il n'y aura pas de place pour les supporters qui souhaitent avoir des places suite à cette demi-finale. Or, système de revente de PCR, si c'est mis en place, ce serait bien parce que moi, par exemple, sur Twitter, j'ai déjà reçu 2-3 messages de Toulousains, Toulonnais qui souhaitaient revendre leur place parce qu'ils avaient pris en espérant pouvoir les revendre s'il n'y avait pas leur club et d'y aller si leur club y était. Mais ça, encore faut-il que le PCR ait envie de le faire parce que ça prend des ressources de mettre en place ce genre de système, même s'ils devraient être capables de le faire. C'est d'ailleurs un moyen pour eux de faire des petites plus-values, hein. C'est pas impossible. Mais voilà, je sais qu'il y a débat entre supporters. Certains supporters ne comprennent pas pourquoi il y a certains favorisés par le club, en l'occurrence les clubs de supporters, pourquoi des abonnés de longue date n'ont pas le droit à avoir de place, etc. Bon, c'est le choix qui a été fait. Moi, je le comprends plutôt bien. Mais je comprends aussi qu'on puisse être très déçu. Après, moi, je dis ça parce que j'avais pris mon coup gagnant après le match Leicester. Donc, coup gagnant qui était notre partenaire. Donc, l'an prochain, pour éviter toute déception, je vous invite à faire de même. D'ailleurs, on va sûrement faire gagner des places pour la finale avec coup gagnant sur les réseaux. Sûrement Instagram, Facebook et X. Donc restez quand même pas loin, même si je pense qu'il y aura beaucoup de participants. Mais voilà, hâte d'être à ce match-là. Je pense que même si beaucoup de personnes ne sont pas supporters d'un des deux clubs à Saint-Mamès cet été, en ce mois de mai, je pense qu'il y aura quand même une grosse ambiance. C'est que des passionnés de rugby qui ont pris leur billet 8 mois à l'avance. Donc ça va être quand même très bien. Et puis voilà pour la billetterie. Voilà, si jamais on voit passer des reventes qui ont l'air plutôt safe, mais bon, tentez pas non plus le diable. Je crois qu'il y aura une fan zone qui sera installée au Quinconce, c'est quasiment sûr. On vous tiendra au courant sur les réseaux et dans ce podcast si on a des nouvelles concernant d'éventuelles ventes. Voilà pour le point billetterie. Petite nouvelle alors ça date de ce lundi. Ça a été communiqué par le Figaro, mais Maxime Lucu ne sera pas cité. C'était un petit doute qu'on avait suite au match, mais il ne sera pas cité. Et donc, il ne risque pas de suspension pour les prochains matchs, dont la finale. Ouais, après, bon, pour le coup, je pense ça a été plutôt bien senti, hein, parce que bon, pour moi, il y a pas lieu d'avoir plus qu'un jaune, vu qu'il y a un changement de direction et ce plaquage subi. Mais effectivement, il y aurait pu avoir une citation. Après, avec la citation, même s'il avait été cité, vu le passif de Lucu, qui est le néant, je pense qu'il aurait pris un degré, tu vois, moyen, et donc en fait, il aurait pris max 2 semaines. Parce que le degré moyen, je crois que c'est 6 semaines. Tu as toujours les remords, tu divises par 2, 3 semaines, et puis après, tu sais, tu as toujours ce head contact qui te permet en fait d'être qualifié plus tôt, et donc en fait il aurait été suspendu 2 semaines, mais ça aurait été quand même embêtant de pas l'avoir pour ces 2 matchs de top 14. Là on est plutôt content, voilà, il y a pas de citation, donc pas de potentielle suspension, donc c'est plutôt cool, on pourra l'avoir soit Bayonne ou soit Perpignan, suivant ce que choisit le coach. Ouais, ça on va en reparler juste après, mais d'abord un petit point sur les espoirs qui ne jouaient pas ce week-end, mais ils ont leur dernier match de la saison ce samedi 9 mai. Ce sera à 15h à domicile contre Oyonnax pour ceux qui souhaitent aller voir le match. Et puis on a eu des news aussi du club ce mardi soir concernant le staff. On a 4 membres du staff qui ont prolongé leur contrat jusqu'en 2029. Donc 2029, ça tombe plutôt bien. C'est la fin de contrat de Yannick Bru qui lui a prolongé il y a quelques mois. Donc on a
Noël McNamara en charge de l'attaque, Sean Sowerby en charge de la touche, Jean-Baptiste Poux de la mêlée et Aurélien Colony qui était plus dans les attitudes en Ouais, défense, ce genre de choses. On l'avait vu pas mal l'an dernier avec Nicolas Deporter et Mathieu Jalibert. Là, il a intégré cette saison le staff de façon plus présente. À noter quand même que Christophe Lossuc et Thibaut Giroud ne font pas partie de cette vague de prolongation. Alors Thibaut Giroud, on savait quand même à peu près il part à l'Aviron Bayonnais. Christophe Lossuc, c'est un peu plus une surprise, mais d'ailleurs on en parlait ensemble. C'est vrai qu'on voyait de plus en plus Aurélien Colony ces dernières semaines dans les médias. Tu vois, il était encore ce lundi ouais, ouais. sur TV7. Tu avais Sur le partagé, terrain. t'avais partagé un article de Sud-Ouest aussi sur Twitter. Effectivement, on le voit présent sur le terrain. Donc on sentait qu'il prenait un peu plus de place et vraisemblablement, il devrait du coup prendre la place d'entraîneur de la défense. Bah, en vrai, ce serait plutôt logique, hein. En plus, alors lui, c'est un entraîneur qui vient du 13 et c'est vrai qu'il s'est spécialisé dans ce secteur-là. Au début, il intervenait juste individuellement, ouais, pour les contacts, la technique de plaquage, etc. Mais là, ça va être peut-être plus global et donc ouais, ça sent quand même la promotion pour lui en tout cas. C'est vrai qu'on le voit vraiment présent avec les joueurs sur le terrain, donc on voit moins en moins Lossuc, il est plutôt en tribune, donc ouais, à voir après si Lossuc s'en va ou si il a d'autres fonctions, parce que forcément, tu sais, tu peux être autre que le staff, mais bon. Et Thibaut aussi, la question, ça va être est-ce qu'il reste l'année prochaine ou est-ce que dès cet été, en fait, il signe à Bayonne aussi? Ça va être une des questions. Oui, et puis s'il s'en va, qui le remplace? Enfin, oui, il y a quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que pour Christophe Le Suc, est-ce qu'il va avoir d'autres responsabilités en interne? Est-ce qu'il a d'autres volontés aussi? Peut-être qu'il veut aller dans un autre Ouais, club ou faire autre chose. Peut-être qu'il avait d'autres prétentions salariales. Enfin, en fait, il y a tellement d'éléments personnels, professionnels que c'est difficile de savoir un peu vraiment les motivations de tous ces mouvements. Toujours est-il que pour 4 des membres du staff de cette année qui bossent très bien, c'est reparti jusqu'en 2029 et ça c'est une très très bonne nouvelle, même si Christophe Le Suc et Thibaut Giroud, les deux dans leur compartiment, on est quand même globalement ultra satisfait de ce qu'ils ont pu faire. Thibaut Giroud, quand on voit la préparation des mecs et puis comment ils tiennent une saison entière, et quand tu vois la défense qu'on a fait contre Toulouse et contre Basse, tu te dis que Christophe Le Suc aussi, il est pas tout à fait étranger à ça. ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et voilà, maintenant il va falloir savoir officiellement qui remplace ces hommes. Si Colonie pour Lossuc, et puis après voir comment ça se passe pour Thibaut Giroud. Est-ce que c'est une promotion en interne? Euh, je sais que Yannick Bru évoquait pas mal Bertrand, qui est un des préparateurs physiques qui s'est occupé avant des espoirs et qui fait un peu la transition. Donc bon, à voir s'il y a d'autres évolutions comme ça en interne ou si on va chercher en fait un spécialiste en externe. Donc bon, c'est à voir, mais en tout cas on a hâte de savoir. Bon après je suis pas inquiet parce qu'il y a quand même un environnement de travail et un staff qui est quand même extrêmement compétent. Donc je pense que ça va pas être si compliqué que ça Oui, on va trouver. d'amener d'amener des gens dans un projet, tu vois, dans ce Quand tu projet. disais Bertrand, c'est Bertrand Desdieux, qui est Ouais, préparateur physique Espoir, il me semble. Et il y a Ludovic Lousteau aussi. Enfin, ouais, effectivement, c'est pour ça. il y a de quoi faire. On n'est pas si inquiet que ça. Et pour récupérer des mecs, je te dis, si vraiment on a besoin d'un vrai, enfin, un vrai spécifique extérieur, euh, le projet UBB est quand même un truc sympa, tu vois. Je suis pas sûr, enfin, je pense que les CV doivent circuler. Oui, je pense que il y a pire comme cadre, comme environnement. Avec le Seva Campus, je sais plus si on en avait parlé, qui rajoute juste un bâtiment entier. Ça va commencer à être assez sympa les installations pour à la fois le staff et les joueurs. Donc voilà, affaire à suivre. On vous tiendra évidemment au courant des mouvements dans le staff. Mais avant ça, il va falloir qu'on passe au retour du top 14. Et c'est le retour effectivement du top 14 ce samedi. On se rend à Bayonne à 16h30, sachant que tous nos concurrents directs vont recevoir Pau, Clermont, Stade français, Montpellier.
Vraisemblablement, ils vont tous gagner. Il y a juste un petit doute. C'est le Racing qui reçoit La Rochelle dimanche soir. Ça va être intéressant à suivre parce que si La Rochelle, nos amis de Charente-Maritime, ont la bonne idée de gagner au Racing, ça ferait quand même un peu nos affaires. Toujours est-il que concernant Bayonne, c'est compliqué. Depuis la dernière fois qu'on les a rencontrés au Stade Atlantique, c'était en octobre, c'était un peu l'équipe en vogue où tout le monde disait regardez Bayonne, ils sont sur leur lancée de leur troisième place l'an dernier ou quatrième place l'an dernier. Ils étaient deuxième ou troisième à l'époque et nous c'était un peu plus compliqué. Depuis, c'est catastrophe. Ils sont 12e, ils n'y arrivent pas. Ils ont pris 54 points contre Pau à domicile il y a 3 semaines, 52 pions à Toulouse il y a 10 jours. C'est vraiment compliqué. Alors avant ça, ils avaient gagné à la Piole contre La Rochelle. Ouais. Mais c'est très très compliqué. Alors il y a eu des soucis en interne, ça, tout le monde le sait, entre le président Taïeb et le coach Grégory Pata. Voilà, c'est très très compliqué pour Bayonne cette saison, même s'ils sont assurés du maintien, puisqu'ils ont quand même fait un bon départ et que Perpignan a fait tout l'inverse. Concernant l'UBB, juste, nous là on a un déplacement à Bayonne, ensuite ce sera la réception de Perpignan, et ensuite la finale de Champions Cup à Bilbao. Qu'est-ce que tu en penses toi déjà de cette équipe de Bayonne? Est-ce que c'est possible d'aller faire un coup à Jean Daugé? Alors oui, c'est tout à fait possible, parce que là, Bayonne, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en roue libre. C'est vrai qu'ils gagnent plus trop, hein, parce que même La Rochelle, cette victoire, elle a été un peu laborieuse et La Rochelle avait encore quelques blessés. Et après, ils ont juste gagné Montauban. Et en plus, Montauban, la première mi-temps était assez compliquée. Sinon, après le reste, c'était sur les 11 derniers matchs, c'est que 2 victoires, sinon c'est que des défaites, quoi. Donc c'est très compliqué et j'ai l'impression que même mentalement, t'en as qui ont complètement lâché. D'ailleurs, même visiblement, les supporters bayonnais sont pas très contents de notre futur recrue Moon qui paraît-il en roue libre. Donc ouais, je pense qu'il y a. Il est un peu sur la lune, quoi. Oh putain, c'est pour ça. Il va être embauché chez France 2, quoi. Ouais, Mathieu, je suis là. Attention. Ouais, Mais ouais, non, juste c'est. pour revenir sur Moon, c'est Alexander Moon qui est deuxième ligne et qui rejoindra Ouais, l'UBB un peu en lieu et place de Johnny Gray la saison prochaine. exactement. Et du coup, tu sens voilà, tu sens qu'il y a des mecs qui lâchent un peu. Donc si on arrive à leur mettre un doute assez rapidement, c'est vrai que mentalement ils peuvent lâcher, même si c'est une équipe qui a toujours la force de s'accrocher à domicile. Ils ont eu quand même pas mal de réussites où ils gagnaient à la dernière seconde. Là, ça passe plus. En plus, ils ont encore quelques blessés suspendus. Je crois que Tatafou, depuis La Rochelle, je crois qu'il sera encore suspendu. Je sais pas s'ils ont récupéré tout leur troisième ligne. En neuf, pareil, il y a énormément de blessés entre Germain, Machno. Enfin voilà, il y a du monde qui est un peu sur le carreau. Carreras, qui est quand même un de leurs facteurs X, je crois qu'il est encore blessé. Donc ouais, ils sont un peu dans le dur, mais bon, nous le truc c'est qu'on sort d'un énorme match et c'est que 6 jours plus tard quoi. Donc ça arrive vite. C'est vrai que ça aurait été plus facile de peut-être dimanche, quoi, mais ça n'a pas été ce qui a été retenu, quoi. Oui, non, le problème c'est que quand c'est le 12e contre le 6e, c'est rarement ton affiche du dimanche soir, quoi. Effectivement, ouais. Même si là, du coup, ça va être le 7e contre le 8e. Mais de toute façon, on sait à peu près que Bru et le staff vont essayer d'aller gagner des points, faire un maximum de points sur les 2 prochains matchs, tout en essayant d'économiser certains mecs sur certains matchs. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont enchaîner des cadres et qu'on va pas faire d'impasse ce week-end comme on a pu le faire contre La Rochelle. Alors je vais te proposer une option, même si je pense qu'en fait ça va moins faire tourner que ce que je vais te proposer. Mais je te dis. En première ligne, Boniface, Barlow, Falatea. Déjà, c'est une grosse rotation puisqu'il n'y a aucun des premières lignes titulaires. Avec en première ligne remplaçante, Percho, Sadi. Ok, ouais. Et donc tu fais que reposer Big Ben et ok, Parce qu'en fait, à gauche, t'as pas trop le choix puisque Poirot est suspendu. Tu fais ouais, reposer Big Ben et la mode quand même. ouais, ok. T'as- Non, moi Tu peux pas faire grand chose de plus. Sur ta deuxième ligne, Swinton Caso, avec
Ouais. Palu en remplaçant, donc tu reposes Coleman. Ça, je pense que c'est assez obligatoire. Il a encore joué 80 minutes hier, enfin dimanche. Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Sur ta troisième ligne, Bastien Vergne-Taillefer, Thémo Mathieu et Pierre Beauchaton. Alors là, c'est deux remplaçants sur les phases finales, plus un titulaire. Et en remplaçant, je mettrais Marco Gazzotti, qui n'a pas joué tout le match ce dimanche. Ouais, mais de toute façon, le problème de cette troisième ligne, c'est que de toute façon, on va être assez court dans la rotation parce que Jacobs, on sait pas où il en est. Parce qu'effectivement, c'est un joueur qui aurait pu intégrer. Il n'était pas dans la liste des blessés, mais bon, la dernière fois, il avait blessé qu'un match. Et finalement, il s'est pété le genou. Donc là, il est Ah, pas mais cité. si, Je si sais pas. Jacobs est out, enfin si Jacobs est apte, pardon, moi je pense qu'il jouera. Hein, mais bah, j'essaie Ouais, ça se trouve. de lui envoyer un message sur Instagram, mais Il t'a pas répondu. Tienne Mais, m'a ghosté. mais en vrai, si il est dispo, c'est vrai que ce serait même Jacobs Caso, si ça se trouve. Et peut-être Oui. que Et Swinton serait Swinton sur le en banc. polyvalent sur le banc. En vrai, ce Ouais, serait ouais, mieux. c'est Hein, possible. Jacobs Caso, tu voyages. Hein. Ouais, là, t'as quand même encore un 5 de devant qui est solide, hein. Vu l'évolution de ce. Alors, Caso, c'était une grosse machine, hein, mais c'était notre titulaire l'année dernière en seconde ligne. Mais c'est vrai que Jacob, c'est vraiment la belle surprise, et même à ce poste-là. Donc, ouais. Donc, moi, ça me va, et je pense que de toute façon, on n'aura pas trop le choix de mettre de rotation, parce que en plus, tous tes jeunes sont pétés. Donc, Oui, c'est ça. C'est que ton Gardera, ton Ipsayen, Bissu, je sais pas. Enfin, Bissu, il est encore blessé. Ta recrue phare blessé. ouais. Donc t'es assez court finalement. Même si en fait tous tes troisième lignes sont de très haut niveau, mais t'as pas tellement de rotation. Ouais. Sur la charnière, alors j'avais prévu Pagerello, qui normalement est apte, et Hugo Reus. Mais je suis en train de me demander si on va pas juste mettre déjà Lucu et Ouais. peut-être même Jalibert. Ah ouais, tu crois les deux? Je me dis si on veut gagner des points. Après, pourquoi pas Lucurus, mais je me dis en fait si. Je sais pas. Ben, soit ça fait moi à l'extérieur je mettrais Lucu Reus potentiellement, enfin ça m'irait, et Perpignan quitte à mettre Pagerello Jalibert quoi à domicile. Ouais, ça peut être ça, ouais. Et toujours pareil, après ça dépend comment tu construis ton banc, parce que si ça se trouve tu peux c'est pas interdit, Mathieu a le droit d'être sur le banc et Max aussi. Bah, Louis a bien commencé sur le banc à certains matchs. C'est pour ça, tu Mais vois. ouais, je vois pas. Mais quand est-ce que ça. Mais c'était contre Lyon l'an dernier à domicile. Où tu Oui. sais, ils revenaient de Marcoussis. Ils ont commencé sur le banc, on a perdu ce match. Bon, c'était pas forcément un très bon exemple. Non, non. Bon, allez, on va dire Lucurus. Allez, on tranche. Sur les ailes, j'ai mis Tamboué et Mousquet. Parce que Ok. derrière, j'ai mis Buros. Ouais, Pour ça moi, c'est Buros, sûr. c'est sûr. S'il n'y a pas Oui. Buros, c'est qu'il y a un souci. Et au centre, j'ai mis Moefana Huberti. Et sur le banc, j'ai mis Retière Laharag Rayassi. Donc finalement, ça tourne quand même pas mal. Ouais. Après avoir retire, c'est vrai que Ouais, c'est un peu j'aimerais bien chiant quand pour même. lui, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il est extrêmement important dans le 23 type, mais ce serait bien qu'il fasse 60 minutes d'un match, quoi. Bah, le problème, c'est qu'il a fait Euh, ça à La Rochelle. ouais. Euh, Mais pas mais, bah forcément en alors, ou neuf, alors mais un tu vois, à ailier, l'aile. alors. À son. À l'aile, ouais. Tu vois, plus à l'aile. Et Ouberti, je sais qu'il a eu un petit souci au pouce, alors à voir si il sera dispo dès ce week-end, ou si on arrive à lui faire un peu de repos, parce que lui, c'est pareil, euh, il joue tout, quoi. Pour le coup, c'est vrai que lui, il a pas mal enchaîné, et puis en plus, il fait quasiment l'intégralité des matchs. Donc, parce que même à La Rochelle, je crois qu'il joue, Pablo. Ouais. Euh, ouais, donc tu vois, est-ce qu'on n'intégrerait pas quelqu'un d'autre pour lui le faire reposer? Mais ouais, une petite question sur Pablo qui a quand même pas mal enchaîné et qui mériterait un petit peu de repos, et retire vraiment. Et j'aimerais bien qu'il joue plus de 20 minutes Oui, oui, un match. ce serait Mais un bon, minimum, après, quoi. c'est vrai que c'est un peu emmerdant parce que derrière, t'as du monde. Finalement, parce que tu vois, c'est-à-dire que tu fais pas jouer Mousquet qui est quand même jamais déçu. Tamboué, ça veut dire tu sais pas pourquoi tu l'as recruté si tu le fais pas jouer. Ouais, derrière, on a suffisamment de marge. C'est plus devant, et notamment la troisième ligne où en fait t'as zéro rotation, quoi. Ouais, mais du coup, tu te prends moins de choux. Ouais, Là c'est quand même. Derrière, en fait,
c'est impossible de savoir ce qui va être fait par le staff et le coach. Parce que tout est possible et comme je disais, moi j'ai proposé quand même une rotation qui est assez large, tu vois, Tamboué Mousquet, ça joue pas, c'est pas dans les 23 types. À la Non, base non. j'ai mis Pagerello Russ, c'est pas dans les 23 types, à part Russ. Euh, voilà, compliqué, je pense que ça va pas tant faire tourner que ça. À la marge, tu vois, un Coleman, euh, Ouais, Coleman, tu vois, ça fait un partie. Tamifuna peut-être. Et voilà, j'aimerais bien Taimefuna, Coleman, je pense que eux, c'est extrêmement important. Tu sais, Quitte après peut-être à un faire. cadre par ligne, tu vois. Ouais, c'est possible, ouais. Moi, je suis d'accord. Tu vois, soit un Woki ou Woki, ouais, ouais. Après, Woki, Woki, il n'a pas joué ouais. contre La Rochelle. Après, il y a ça aussi, c'est que le fait d'avoir fait tourner autant contre La Rochelle, bah, au Te final, là, permet pour de. l'instant, tu as des mecs qui ont joué 2 matchs. Donc, c'est pas. Alors, ça Et fait suite à une énorme saison, c'est ça. mais c'est pas là, sur la lancée actuelle, c'est pas sur le bloc actuel, c'est pas tant que ça. Donc voilà, on est bien avancé avec notre petite compo où on ne sait pas du tout ce qui va être fait. La réponse sera du coup ce vendredi à 18h. Ouais. On reprend les horaires top 14 du coup parce que le Champions Cup c'est à 13h. Donc ce sera vendredi, donc la veille du match à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Merci Yannou. On espère que tu pourras... Enfin on espère non. Oui, Bah écoute, bonne attente. Hein. merci. Et puis on verra si on fait un épisode de la semaine prochaine. Ouais, oui. On est large. Une Ouais, en, semaine, c'est en large. donnant le biberon, ouais. Allez, portez-vous tous bien et puis on vous dit à samedi pour le match. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.